Écoutez, bonsoir à tous. Et c'est toujours difficile de parler après d'aussi brillantes interventions qui m'ont précédé. Alors, on vient de vous parler des tiers-lieux. Moi, je vais vous parler d'un lieu que tout le monde fréquente, à savoir l'école, le collège, le lycée. Et donc, à un moment assez paradoxal, où vous apprenez que le président Trump ferme le ministère de l'Éducation aux États-Unis, que les talibans d'Afghanistan proscrivent les femmes ne peuvent plus aller à l'école ou à l'université, eh bien moi je viens vous dire l'importance fondamentale de l'école, du lycée et du collège. Et c'est aussi un paradoxe, à savoir qu'en 2024, nous avons connu quatre personnalités différentes ont occupé le poste de ministre de l'Éducation nationale. Et si Madame Borne est numéro 2 dans le ministère actuel, c'est pas parce que le monde politique considère que l'enseignement est la chose essentielle, c'est plutôt parce que Madame Borne a été Premier ministre et qu'il fallait la mettre à un rang élevé dans le gouvernement. Donc, moi, je viens, la première chose, alors attendez, voilà. Donc, avant de vous, est-ce que c'est ça? Oui, pardonnez-moi. Vous vous rendez compte que j'ai aucun talent à côté de ceux qui m'ont précédé. Donc voilà, il va falloir que vous supportiez une quinzaine de minutes encore un vieux pépé. Et donc, alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça? Mais parce que j'ai eu la chance, honnêtement, lorsque j'avais 20 ans, d'être orienté vers l'astronomie. Et j'essaierai de vous montrer pourquoi c'était une grande chance. J'ai donc préparé une thèse et j'ai été premier élève d'Hubert Reeves, que tout le monde connaît bien sûr. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle de l'astrophysique nucléaire pendant un certain temps. Et puis donc toute ma carrière s'est déroulée au CNRS. Et puis j'ai occupé un certain nombre à la fois j'ai enseigné dans différentes institutions, Polytechnique, Sciences Po, etc. Et alors pourquoi je viens vous dire tout ça? C'est parce que pour moi, l'éducation, c'est la chose essentielle. Si on veut s'en sortir, si on veut effectivement... Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est effectivement, moi je vais essayer à ma petite mesure de convaincre les autorités qu'il faut réformer et en profondeur le système éducatif français. Pas seulement, comme Madame Hidalgo l'avait proposé, d'augmenter les rémunérations des enseignants. C'est important et c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut, à mon avis, étudier l'organisation, comment les établissements, est-ce qu'ils sont autonomes, est-ce qu'ils ont une personnalité. Donc il y a un gros travail au niveau de l'organisation des établissements. Bien évidemment, il y a le grand sujet qui est le recrutement, la formation, les rémunérations, le statut des enseignants. Il faut que la profession d'enseignant soit véritablement valorisée et que ce soit considéré comme une des belles choses à faire. Ensuite, évidemment, il y a les tiers-lieux sont des lieux de démocratie. Je pense que l'école, le collège et le lycée doivent être des lieux démocratiques. Et moi, je préside une petite association qui s'appelle Prévenance, apprenons à vivre ensemble, qui justement essaye d'introduire le bien vivre ensemble, la démocratie, le respect des uns des autres dans les établissements scolaires. Et puis enfin,
il y a les programmes. Donc, les programmes aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une paresse intellectuelle. Pardonnez-moi, j'ai fait partie du Haut Conseil de l'éducation, donc je parle, je crois, un petit peu en connaissance de cause, à savoir qu'il y a une énorme paresse dans la conception et la conception des programmes. Aujourd'hui, par exemple, l'informatique, l'intelligence artificielle sont à la marge, hein, alors que c'est devenu un élément essentiel, selon moi, de notre vie courante. Alors, vous prenez par exemple, vous comparez l'astronomie et les sciences de la géologie. L'astronomie s'occupe de l'univers dans son ensemble, dont la Terre est un des éléments, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Nous vivons sur rien du tout. La Terre, c'est 6700 km, c'est une sphère de 6700 km de rayon, à comparer à celle de simplement Jupiter, qui a un rayon 10 fois plus, le Soleil 100 fois plus, etc. Donc on vit sur rien du tout. Et donc un élève du secondaire aura moitié moins d'heures pour étudier l'univers dans son ensemble que pour étudier la Terre. Alors ça s'explique. Hein, ça, c'est parce qu'au XIXe siècle, au début de l'ère industrielle, les mines, l'extraction du charbon, de l'acier, constituaient des priorités. L'école la plus prestigieuse, à part Polytechnique et Normal Sup, c'est l'école des mines. C'est pas un hasard si donc effectivement les sciences de la Terre maintiennent un statut qui est bien supérieur à celui de l'astronomie dans l'enseignement. Alors moi je viens plaider effectivement pour que l'astrophysique soit une matière aussi essentielle que les mathématiques, la physique, la chimie ou la biologie. Et je ne le fais pas simplement parce que je suis astrophysicien. Je pense que je vais essayer de vous donner les arguments. L'argument numéro 1, c'est intéressant. C'est-à-dire que il m'arrive de faire des conférences ou plutôt des exposés dans des classes de CM1, CM2, 6e, 5e, les élèves sont toujours extrêmement curieux. Généralement, ils s'en savent énormément. Ils sont extrêmement, non seulement curieux, mais ils sont compétents. Et c'est véritablement une très bonne école que de leur expliquer un peu le système solaire, les étoiles, les galaxies, etc. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que à côté d'un système éducatif relativement peu performant en astrophysique, vous avez effectivement un réseau de vulgarisation et de culture de l'astronomie extérieure qui est, selon moi, assez bon. Lorsque j'étais dans les années 1960, il y avait 2 planétariums. Je vous montre un planétarium. C'est vrai. Alors les planétariums, ce sont des machines magiques. À savoir que les gens qui ont assisté à des spectacles de planétarium, manifestement vont s'en souvenir toute leur vie. Moi, j'ai été ami avec un comédien dont vous vous souvenez peut-être le nom, Philippe Avron, qui rappelait que pendant son enfance, son père l'avait emmené de multiples fois au planétarium du Palais de la Découverte. Et donc, c'est véritablement quelque chose. Donc, on a une belle machine pour favoriser la culture en astrophysique. Alors, vous savez que donc, l'astronomie est bien présente dans la Cité des Sciences de la Villette, au Palais de la Découverte, Cap Science,
dans les musées scientifiques français. J'ai eu la chance donc d'être l'élève d'Hubert Reeves, qui est un vulgarisateur absolument considérable, et puis qui a fait école, puisqu'il y a une dizaine de vulgarisateurs, dont André Breik, malheureusement décédé, mais que Jean-Pierre Luminet, Trinix Tuan, Christophe Galfa, Jean-Philippe Usan et plein d'autres. Donc et puis des associations, en particulier la Société astronomique de France, qui a été créée par Flammarion dès le XIXe siècle, et l'Association française d'astronomie, les deux associations ayant des publications tout à fait remarquables, que ce soit l'astronomie de la Société astronomique de France ou Ciel et Espace de l'Association française d'astronomie. Des clubs d'amateurs, tout le monde sait que entre le 10 et le 15 août, il y aura la Nuit des Étoiles, avec pratiquement plus de 400 clubs en France qui vont montrer le ciel au public. Et moi, je sais que ça marche très, 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 très bien. Et puis, sans oublier que, par exemple, dans le département du Gers, à Fleurance, il y a la première semaine du mois d'août, il y a un grand festival du ciel et de l'espace. Donc, le système, si vous voulez, extérieur à l'école est bien pourvu pour transmettre la culture à l'astronomie. Et donc moi, simplement, je demande, et j'espère, je vais essayer de faire en sorte que effectivement, l'astronomie soit enseignée à un niveau convenable. Pourquoi ça? Parce que c'est pas simplement, je vous dis, c'est pas pour défendre ma chapelle. C'est parce que l'astronomie a cette caractéristique, c'est de rassembler toutes les autres sciences. Vous êtes obligé de faire des mathématiques pour faire de l'astronomie. Les théories de la relativité générale qui gèrent le comportement de l'univers dans son ensemble ont été développées avec les tenseurs. Donc, Einstein n'était pas un mathématicien, mais il avait un ami qui s'appelait Marcel Grossmann, qui a inventé les tenseurs avec lesquels donc Einstein a pu écrire ces équations de la relativité générale. Vous avez bien évidemment l'astrophysique, c'est de la physique. C'est né, c'est né au milieu du 19e siècle, lorsque les deux physiciens allemands qui s'appellent Kirchhoff et Bunsen ont démontré que les couleurs de la lumière sont directement liées à la chimie, c'est-à-dire au corps qui absorbe ou qui émet la lumière. Et c'était effectivement, lorsque vous observez une étoile ou une galaxie ou un milieu interstellaire, selon la couleur, vous déterminez la composition de cette matière. Donc, la chimie, bien sûr, enfin, moi, je me considère un peu comme un chimiste nucléaire, à savoir que j'ai passé ma carrière à essayer de déterminer l'origine des différents éléments chimiques. Avec Hubert Reeves, nous avons démontré l'origine du lithium, du beryllium, du bore. Alors vous allez me dire, la belle affaire. Ben si, parce que les 79 autres éléments étaient expliqués par les Américains. 3 éléments ont été découverts à la fois par le Canada et la France. Et puis, donc, la biologie. Maintenant, vous savez qu'on fait ce qu'on appelle de l'exobiologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des traces de vie. D'abord, par exemple, lorsqu'on a étudié un noyau de comète qu'on appelle la cendre, la comète Chury en 2014, eh bien, on a déterminé que sur un noyau de comète, il y avait des acides aminés
comme la glycine, ce qui peut avoir des effets importants, à savoir que peut-être il y a des grains de vie partout, hein, et qu'ils se sont développés sur Terre parce que les conditions physiques ont permis effectivement à ces éléments de vie de se propager sur Terre. La technologie, bien entendu, puisque les nouveaux instruments, les nouveaux télescopes, ce sont des prodiges de technologie, à la fois au plan mécanique, pas seulement au plan mécanique. Par exemple, pour observer l'infrarouge, on est obligé de mettre les détecteurs à des températures de 0 degré absolu, donc de faire ce qu'on appelle de la cryogénie. Aujourd'hui, on manipule les télescopes à partir de ce qu'on appelle, grâce aux ordinateurs, on fait ce qu'on appelle l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on corrige les miroirs de leurs aberrations justement par des ordinateurs, etc. Et puis on arrive à la philosophie et l'histoire. L'histoire, pourquoi? Parce que nous avons moi je donne une conférence habituellement qui me met plus à l'aise qu'aujourd'hui, à savoir de parler de l'histoire de l'univers dans son ensemble. Nous sommes en mesure aujourd'hui de retracer à peu près ce qui s'est passé pendant 13,7 milliards d'années. Donc on est un petit peu plus performant que les historiens ou que les paléontologues. Et puis, effectivement, vous avez l'un des orateurs qui m'ont précédé ont montré notre place absolument infime. Pascal, lorsqu'il réfléchissait, il disait qu'il était éperdu devant les espaces infinis. Effectivement, notre place dans l'univers nous questionne et l'astronomie est là pour essayer de donner quelques éléments de réflexion pour notre place dans l'univers. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'astrophysique, effectivement, rassemble un grand nombre de différentes parties du savoir et, de mon avis, devrait trouver sa place dans l'enseignement. Donc, pour terminer, je dirais deux choses. La première, je souhaite que le monde politique donne à l'enseignement dans son ensemble la priorité qu'il mérite. Et deuxièmement, qu'on ait un peu le fait de donner à l'astrophysique également une place qui lui corresponde, à savoir d'ouvrir l'ensemble, de permettre d'avoir une vision non pas disciplinaire, mais totalitaire du monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup.